16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, comédien, vu en duo notamment avec Mathieu Madénian à la télévision, humoriste connu pour son humour cinglant et sa plume aiguisée, chroniqueur radio passé notamment par France Inter entre autres. Avec une vingtaine de films au compteur, Thomas VDB vient nous parler du film Poisson rouge en salle et aussi de son 5e spectacle Thomas VDB s'acclimate en tournée. L'occasion bien évidemment de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Thomas. Bonjour Cyrielle. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Enfin, en fait, non, honnêtement, je suis un peu malade. Ça s'entend, j'ai une espèce de pomme de terre dans la gorge, mais c'est une espèce d'angine qui tourne. Il paraît que beaucoup de gens sont malades en ce moment. C'est vrai. En ce moment, il y a un petit virus qui se propage, mais bon, on prie pour que tout se passe bien. Et puis, tant que vous êtes là, tout va bien. Surtout pour vous dans le studio. C'est vrai. Mais vous inquiétez pas, je suis passée par le Covid récemment, donc je pense que rien ne peut m'atteindre. En tout cas, je crois en Dieu, donc tout va bien se passer. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour votre actualité. Bien évidemment, on va en parler longuement pendant cette émission, mais on a aussi un ADN, c'est de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, cher Thomas, 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ? Ça c'est une bonne question. 3 mots pour me décrire. On va dire... si je dis généreux, c'est horrible de dire généreux. Non, on a le droit de dire généreux. Disons que généreux, ça veut pas dire que je distribue mon argent comme ça tout le temps, mais j'essaye d'être toujours généreux dans le temps que je passe avec les gens. J'essaie toujours de faire en sorte que ce soit un bon moment. Donc un autre mot qui me va bien aussi, c'est médiateur. J'ai remarqué que c'est quelque chose qui est en moi. Quand il y a des embrouilles dans un groupe, j'aime bien être dans un groupe. Et quand il y a une embrouille dans un groupe, je me suis rendu compte que j'étais souvent celui qui était capable un petit peu de rabibocher les tensions dans les groupes. Et puis j'espère, j'allais dire rigolo, mais bon en tout cas ouais c'est un truc que j'espère avec moi. Enfin j'ai eu suffisamment de confiance en moi à un moment pour me dire que je pouvais en faire mon métier. Alors je sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas voilà j'espère que rigolo, en tout cas je sais que je fais rire des gens, c'est déjà ça. Et il vaut mieux, j'ai envie de dire, on va le voir dans cette émission, que finalement c'est plutôt bien choisi, que ça va coller, ça j'en suis certaine. Mais en tout cas on va voir si ces 3 mots collent avec votre personnalité, ce sera tout au long de cette émission. Mais alors, le début, toujours le début. Thomas VDB, ou devrais-je dire Thomas Van der Berg. Vous êtes né un 1er mars dans les années 70 à Abbeville, dans la Somme. Quel genre d'enfance normande, je crois savoir, vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors mes parents, mon père était artisan, ma mère était mère au foyer, j'avais 2 grands frères et une petite sœur. J'ai grandi dans une ville de 8000 habitants qui était au bord de la mer, à Eu, une petite ville qui s'appelle Eu, à côté du Tréport. Et j'ai eu une enfance très heureuse. Alors j'ai des parents qui étaient pas, qui roulaient clairement pas sur l'or, mais qui ont tout fait pour nous rendre très heureux. Et je sais qu'aujourd'hui, par exemple, ce week-end, j'étais en famille, j'ai retrouvé ma sœur. J'ai perdu mon père il y a 2 ans, mais j'ai retrouvé ma sœur, mon frère, un de mes 2 frères. Et je pense que les parents, ils réussissent leur coup quand des années plus tard, les familles, elles restent ensemble et qu'elles continuent de se voir et qu'elles ont plaisir à se voir. Je pense que là, on peut dire qu'on a été bien éduqués, quoi. Qu'elles restent dans l'union. Vous allez passer votre adolescence en Touraine, à Beaumont-en-Véron, près de Chinon, et vous êtes passionné par la musique, notamment... Alors je ne vais pas vous faire chanter We Will Rock You parce que je sais que vous aimez beaucoup cette chanson, notamment chantée en première partie de Mika. Et à ce moment-là, personne ne peut vous arrêter, c'est le cas de le dire, comme le dit la chanson. Et si je vous dis From my building, walking from victims, vous pensez à quoi, Thomas Oh VDB? là là, mais c'est pas vrai, où est-ce que vous êtes... Je sais exactement, je pense à ce groupe dans lequel j'étais chanteur. J'étais là, mais je connais cette phrase et je suis l'auteur de cette phrase. Effectivement, quand j'habitais en Touraine, quand j'étais adolescent, j'étais chanteur dans un groupe de rock. Qui s'appelait Libido. Qui s'appelait Libido. Alors je précise que c'est pas moi qui avais décidé du nom du groupe, mais je suis arrivé dans un groupe dont on m'avait dit, je me suis fait copain avec un mec qui m'a dit ouais je cherche un chanteur pour mon groupe. J'ai dit ok je veux bien être chanteur dans ton groupe. Et puis mon pote m'a dit bon ben voilà mon groupe s'appelle Libido. Et je dis ah ok d'accord, donc je suis désormais chanteur d'un groupe qui s'appelle Libido. Et donc un jour on est allé en studio.
pour enregistrer quelques morceaux. Et mon pote me dit, mais t'as écrit les paroles des chansons? J'étais là, ben non, parce que toutes les répétitions, à chaque fois, je chantais nanana. Et donc il me disait, non, mais ce serait bien que t'aies des paroles à un moment. Et donc j'ai gratté ces paroles, mais je me demande bien où est-ce que vous pouvez avoir entendu cette chanson, parce que cette chanson... Je ne vous dirai rien, Thomas VDB. Je sais juste que vous en avez très peu parlé et c'est tombé dans mes oreilles. Donc du coup, on en parle ensemble aujourd'hui. Alors je suis bluffé par vos recherches. Je sais en tout cas que cette chanson s'appelait Sniper. Bravo. Que vous l'aviez écrite quand vous aviez 15 ans seulement, ouais. Dans une cave et pas dans un studio d'enregistrement. Non, apparemment donc on a des connaissances en commun, j'ose croire, parce que exactement. Je ne dirais rien. En tout cas, cette chanson faisait partie de la compilation du rock chinois-rien, dans un esprit assez hard rock. Et vous allez démarrer finalement votre enfance avec cet amour de la musique. Vous allez même vous former au conservatoire de Tours. Et puis vous allez obtenir votre bac en 95 et vous allez poursuivre des études en anglais, mais vous préférez le rock et le théâtre. Clairement, enfin en tout cas vraiment les études, c'était je retournais tous les week-ends à Tours, passer la semaine où j'étais logé, j'avais une chambre chez l'habitant et j'étais inscrit à la faculté d'anglais des tanneurs à Tours. Et donc je revenais tous les week-ends et mes parents me disaient, alors ça a été les cours cette semaine? Je disais, ah, ça a été. Mais bon, en vrai, je passais beaucoup plus de temps à fréquenter soit un groupe de café-théâtre, soit le conservatoire, soit une radio à Tours qui s'appelait Radio Béton, qui était une radio alternative un peu rock. Et donc, c'est vraiment là que j'ai forgé mes passions et forgé mon envie de travailler et découvert que c'est vraiment là-dedans que je voulais travailler. Parce que j'avais du mal à imaginer dans quoi je pourrais travailler si je restais à la fac d'anglais, quoi. Alors, une carrière artistique, mais on va voir que vous allez aller un petit peu plus loin parce qu'au départ, vous allez professionnaliser un petit peu ce côté artiste que vous n'assumez pas tout de suite. Vous démarrez votre carrière en vous faisant un nom dans la presse musicale, en tant que journaliste notamment, mais avant cela, c'est grâce à un fan club. Ouais. Et ça se raconte quand même. Plusieurs fan clubs, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'on écoutait un morceau de Queen tout à l'heure, et donc j'étais, quand j'ai découvert Queen, quand j'avais 11-12 ans, je me suis inscrit au fan club de Queen, parce que quand on achetait des albums, il y avait toujours écrit l'adresse du fan club à Londres, et je disais là, mais qu'est-ce qui se passe quand on s'inscrit dans un fan club? Est-ce on reçoit des cadeaux ou quoi? Et donc je m'étais abonné au fan club de Queen, et donc je recevais régulièrement des fascicules qui donnaient l'actualité de Queen. Bon, donc j'étais un des premiers à recevoir, à être informé de la mort de Freddie Mercury, même si le monde entier l'a su le même jour, mais et donc quand j'ai découvert un groupe qui s'appelait Korn, qui était un groupe de hard rock américain quand j'avais 16 ans, je me suis dit ouais, mais ils ont pas de fan club ce groupe. Et donc je me suis dit, je m'étais mis en tête de monter le fan club de ce groupe. Et donc voilà, donc j'ai édité un petit magazine, alors qui parlait pas que de ce groupe, mais aussi de toute la scène rock, punk, metal californienne. Et puis ce fanzine a atterri dans les mains d'un rédacteur en chef de magazine de rock à Paris. Et Rock Sound. Et c'est effectivement grâce à ce fanzine que j'avais créé à ma propre initiative que je suis devenu journaliste pendant quelques années dans ce magazine de rock. Alors c'était un rêve qui se réalisait pour moi. Et vous arrivez donc à Paris, vous devenez en 99 journaliste puis rédacteur en chef pour ce magazine-là. Et puis bien des années plus tard, vous allez même écrire un documentaire Hellfest sur le métal expliqué à ma mère. Ça m'a beaucoup fait sourire. Finalement, vous devenez un peu un Philippe Manœuvre qu'on ignorait, en tout cas pour moi. Oui, je sais pas si... Oui, peut-être. Alors, sauf que... Alors, Philippe Manœuvre, jusqu'à encore aujourd'hui, il continue à parler de musique énormément à la télé, à la radio et tout ça. Moi... La presse musicale et vraiment avoir ce métier de transmettre des informations sur la musique, des conseils sur la musique et tout ça, ça m'a tenu finalement même pas 10 ans. C'est-à-dire que j'ai fait ça de 99 jusqu'à 2005 dans la presse écrite, et en 2005 je me suis dit non, mais moi ce que j'ai envie de faire c'est des spectacles. Et comme j'avais commencé à faire du théâtre de rue, notamment avec un camarade en 99-2000, quand j'ai quitté la presse rock, je me suis dit non, mais voilà, je vais continuer de faire du théâtre de rue. Et puis de là j'ai enchaîné sur un premier spectacle dans lequel je racontais mon histoire de fan de musique qui devient journaliste d'un magazine de musique. On va y venir, croyez-le, Thomas VDB. Mais une petite parenthèse quand même, vous étiez à l'animation de l'émission musicale humoristique Qui veut gagner la flûte à bec la saison dernière sur France Inter. Donc il y a quand même cette petite patte musicale qui reste en vous. Absolument, sauf que quand j'étais journaliste de musique,
je parlais de musique dont j'étais transmettre sérieusement. Et je me suis rendu compte que parler de musique sérieusement, ça ne va pas du tout avec l'idée de vouloir faire de l'humour en général. C'est-à-dire que quand on dit écoute ça c'est génial, alors on peut être très intéressant à vouloir transmettre quelque chose ou conseiller un disque, un truc comme ça, mais c'est dur de le faire avec humour. Quand j'ai fait Qui veut gagner la flûte à bec, le but est vraiment de faire rire et d'amuser les gens avec des musiques complètement un peu foireuses, ou bien des reprises un peu nulles, ou bien des anecdotes complètement inattendues sur la biographie de certains artistes connus. Et donc l'idée était vraiment de surprendre et d'amuser les gens, et non pas de leur faire écouter des morceaux de musique incontournables. Amoureux donc de la galéjade, si on peut dire ça comme ça, vous allez pratiquer le théâtre de rue pendant plus de 16 ans, comme vous venez de nous le dire il y a une seconde, avec ce premier spectacle, Freddy Coup de Boule, en duo avec Rodolphe Coutouis. C'est joué plus de 600 fois. Alors je me suis demandé forcément s'il n'y avait pas un petit clin d'œil à Freddie Mercury avec ce Freddy Coup de Boule, mais j'ai pas l'impression. Non, moi non plus. Mais même si effectivement c'est certainement les deux Freddy qui ont eu le plus d'importance dans ma vie, Freddy Coup de Boule et Freddie Mercury. Un premier spectacle qui vous a donné envie d'écrire votre premier seul en scène en 2006, en rock et en roll, dans lequel justement vous racontiez cette expérience de journaliste, vous évoquiez cette passion pour la musique. Vous allez enchaîner ensuite, quelques années plus tard, avec un deuxième spectacle presque célèbre, un troisième, Thomas VDB chante Daft Punk en 2013, et puis Bon Chien Chien, qui a connu un grand succès dans les années 2018. Et puis d'ailleurs, j'ai envie de dire que ce spectacle, on le retrouve en ce moment sur Netflix, il est complètement barge, on reconnaît cette patte qui finalement ressemble à l'image qu'on a de vous sans vous connaître, Thomas VDB, parce que je découvre une personnalité assez différente de celle que vous jouez sur scène ou dans votre art en tout cas. Et puis vous démarrez ce spectacle avec un spectacle complètement fou, où on se dit c'est vraiment ça qui va nous faire. Et en fait, au bout de quelques minutes... Effectivement, ce spectacle Bon Chien Chien était très porté sur l'aspect un petit peu... paresseux de ma personnalité, c'est-à-dire la personne qui perd du temps, qui reste chez lui, qui va sur internet, qui regarde des vidéos de chiens qui font du vélo, des trucs comme ça. Et donc enfin voilà un travers qu'on a tous maintenant avec internet et comment on perd du temps à cause d'internet. Et donc ce spectacle, effectivement, l'introduction, je m'amusais beaucoup à la faire parce que je jouais d'abord je jouais un comédien qui ne sait pas faire de stand-up et qui du coup essaie de faire des blagues, et toutes les blagues tombaient volontairement à plat. Mais donc je faisais ça en donnant l'impression au public que c'est ce à quoi il allait assister pendant 1h30. Donc l'idée était vraiment de figer les gens pendant 4 minutes à peu près. Je faisais 4 minutes c'est très long quand on vient d'arriver, hein. Très nul. Et donc les gens regardaient vraiment en se regardant les uns les autres en se disant mais c'est pas possible. Et donc là je terminais en disant voilà, donc tout ça c'est un extrait du premier spectacle que j'ai fait quand j'avais 11 ans. Et donc ça rassurait les gens, se dire ah voilà, c'est un extrait d'un vieux spectacle foireux. Donc tout s'explique. J'en profite pour embrasser mon père qui écoute cette émission et qui est fou de vous et qui adore ce spectacle. Aussi, donc voilà, c'est un petit clin d'œil tout à fait personnel. Et puis Thomas VDB s'acclimate, c'est votre dernier spectacle, on va en parler dans un instant. Mais pendant ce temps de carrière, Thomas VDB, les médias vont vous faire les yeux doux avec une date importante, j'ai envie de dire en 2007. Vous animez le Rock Radio Show sur le Move, et puis Canal vous propose également de participer à l'émission L'édition spéciale aux côtés de Samuel Etienne en tant que chroniqueur également. C'est une grande année pour vous, 2007, vous diriez? Alors, je dirais pas ça comme ça. Effectivement, c'est un grand moment quand Canal vous appelle en disant est-ce que tu veux venir faire des chroniques chez nous? Alors on dit ouais super. Et puis très vite je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu vert pour faire du direct tous les jours à la télévision. Et j'avais pas une plume certainement encore assez affûtée pour briller, et donc l'expérience Canal+ n'a pas été très bénéfique pour moi. Donc je dirais vraiment que c'est à partir de 2011 que j'ai commencé à trouver la façon que j'avais de vouloir m'exprimer, de trouver mon personnage finalement, qui est celui qu'on voit dans Bon Chien Chien. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a fallu du temps, certainement. J'étais envahi de tics qui étaient ceux du théâtre de rue, donc je parlais trop fort, j'en faisais un peu trop. Et donc je pense que ça passait pas très bien à la télé, et donc il a fallu quelques années finalement avant que je trouve un personnage avec lequel je m'amuse plus à la télévision ou à la radio. Puisque vous parlez de la télévision, personnellement, je vous connais surtout aux côtés de Mathieu Madénian dans Le Message de Madénian et VDB sur France 2, puis sur W9. Et comme on est sur Radio J, un petit extrait tout à fait d'actualité. Okay. Aujourd'hui, c'est Kippour, c'est la fête du pardon, une des fêtes les plus importantes pour la communauté juive. Salut les juifs! Qu'est-ce que... Ben on peut... Salut les juifs!
Oui, t'as le droit. Autant pour Ouais, moi. bah, avec le petit chapeau. La l'exemple. kippa, ça s'appelle. Ouais, enfin, c'est un joli petit chapeau. Voilà, donc bon, nous on n'est pas juifs, voilà, mais on vous pardonne aussi, voilà, pour la vérité si jugement numéro 3. Voilà, tout est pardonné, Pardonné. voilà, pour Patrick Bruel. Ouais, sans Je veux pardon. dire, Patrick Bruel, tout est pardonné, tous tes albums, même l'album que t'avais fait, là, les reprises de vieux, là, tu sais. Ouais. Bon, ben ça, c'est pardonné, mon gars. Pardonné. Voilà, tous les morceaux, même les phases B, tout est pardonné. Ces films aussi, on pardonne des films. Voilà, aussi. même son film, tout est Pardonné, pardonné. pardonné. BHL, ne serait-ce que pour tes chemises, Voilà. tout est pardonné, Et son pareil. film aussi. Pour son film Et aussi. puis, et puis on vous remercie aussi, parce que quand on a un problème et que c'est pas votre faute, eh ben même si c'est pas votre faute, on peut dire que c'est votre faute. Voilà, j'ai trouvé cet extrait tout à fait d'actualité puisque Kippour c'était lundi dernier. Absolument. Et donc ça nous a fait sourire quand j'ai préparé cette émission. J'en ai parlé à Neloucon qui m'a dit mais attends tu connais, et je lui dis mais je me souviens pas, et en fait je l'ai revu et je me suis dit mais évidemment que c'est quand même un moment très culte pour la communauté juive. Une de vos collaboratrices que je ne connais Eva pas. Soto. Voilà, quand je suis rentré dans le studio, m'est tombé dessus en me disant « Oh, Thomas VDB, salut les juifs !» J'étais un avocat apparemment. Et je savais pas que c'était aussi, que ça, c'était aussi connu. Et oui, c'est très connu dans la communauté. Thomas VDB, vous allez faire vos débuts en parallèle de tout cela comme chroniqueur sur France Inter pendant quelques années. On va vous voir dans diverses émissions aux côtés de Stéphane Bern ou encore aux côtés de Frédéric Lopez et puis d'Alex Vizorek et Charline Vanocker. Dans sa dernière émission, bien évidemment, qui n'est plus aujourd'hui, qui s'appelait C'est encore nous, qui a démarré par Jupiter, etc. C'est une émission qui n'existe plus aujourd'hui, qui est partie d'une façon un petit peu compliquée du service public. Comment vous l'avez vécu ? Bah, disons que le départ, effectivement, cette émission qui était une quotidienne l'année dernière et qui s'est transformée en une hebdomadaire cette semaine, qui est une hebdomadaire de 2 heures tous les dimanches, on va dire que ça a été un petit peu pris amèrement par une partie de toute l'équipe parce que c'était une émission qui avait énormément de succès. C'était une des émissions qui était les plus écoutées sur l'antenne de France Inter. Donc je pense que pour beaucoup des éléments de cette équipe, on n'a pas compris pourquoi cette émission, alors qu'elle avait énormément de succès, elle était recalée le dimanche quasiment. Et mais ça a coïncidé un petit peu avec un moment où personnellement, je vais pas dire lassé de la radio, mais j'ai eu l'impression depuis quelques années que je fais de la radio de revenir un peu souvent sur les mêmes sujets. Et donc j'avais déjà un petit peu décidé en mon fort intérieur l'année dernière que ce serait pour le moment ma dernière année à la radio. Donc c'est-à-dire que c'est pas par amertume que j'ai décidé d'arrêter France Inter, c'est parce que j'avais décidé cette année de moins mettre les pieds à la radio. C'est-à-dire que j'ai pas repris la radio cette année. Je dis pas que je reprendrai pas l'année prochaine ou l'année suivante, mais j'avais envie de consacrer plus de temps cette année à des projets personnels, enfin des projets, d'autres projets créatifs et professionnels, mais pour lesquels j'avais besoin de me laisser du temps. Et c'est vrai que quand on fait des chroniques toutes les semaines ou tous les 10 jours à la radio, eh ben forcément il y a 1 ou 2 jours où on est ultra concentré sur l'écriture de ce qu'on va faire, et donc du coup ça détache des autres projets qu'on a. Exactement, c'est énergivore, donc ça vous empêche de travailler et de développer d'autres choses, comme par exemple le cinéma. On vous a vu avec une première apparition, certes en 2005 dans Le Démon de Midi de Marie-Pascale Ostériette. Vous vous faites remarquer surtout en 2014 pour Les Francis de Francis Bergotti, et puis vous avez enchaîné les apparitions sur grand écran. J'embrasse très fort la personne qui a fait ce film, Bienvenue à Marly Gaumont, qui est Camini. Puis vous avez enchaîné par beaucoup d'autres films, notamment le dernier Bonne Conduite de Jonathan Barré, et puis celui pour lequel vous venez nous parler aujourd'hui, qui est Poisson Rouge. Aujourd'hui, on vous retrouve dans ce film qui est un film de Hugo Bachelet. Je tente de donner tous les noms, Clément Vallos, Mathieu Yakovlev, et puis c'est avec Guillaume Darnaud, Julie Galibert, Andy Pimor, Fabien Strobel, et 3 participations exceptionnelles, Denis Lavant, Steve Tran, et puis vous, Thomas VDB. C'est un film improvisé. Pourquoi c'était important pour vous de venir nous en parler et de participer à ce film ? Alors déjà, ce qui est très curieux, c'est que c'est le parcours de ce film qui est complètement atypique, parce que ce film, donc Hugo Bachelet, les 3 réalisateurs dont vous avez donné le nom, je les ai rencontrés en 2006 pour une captation de mon premier spectacle. Et je les ai recroisés peut-être une fois, et puis genre en 2018, ils m'appellent, donc 12 ans après notre première rencontre, en me disant « Hey Thomas, on est en train de tourner un film. On a une idée de départ, mais on veut que ce soit entièrement improvisé. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer dans chaque scène, mais on veut que les dialogues soient improvisés par les comédiens. » Et donc finalement, ce film qui avait vocation tout simplement à sortir sur Internet uniquement à la base, il a été projeté dans des festivals.
Et il commence à rencontrer énormément de succès public, c'est-à-dire que les retours publics sont colossaux. Et le public adore ce film. J'ai vu plein de vidéos de gens, des interviews, des micro-trottoirs de gens qui adorent ce film. Et finalement, ce film est sorti au cinéma cette semaine. C'est-à-dire que c'est quand même rarissime qu'un film qui n'a pas de producteur ni de distributeur au moment où il est réalisé. En général, si ici dans le cinéma, vous dites si vous réalisez un film vous-même et que vous espérez pouvoir le sortir dans une salle, on va vous dire non, mais si t'as pas de distributeur ou de producteur à la base, ton film il va jamais sortir dans une salle. Et là, finalement, ce film sort au cinéma après avoir été entièrement conçu par une équipe. Donc déjà, c'est un parcours de réalisation et de production complètement atypique. C'est un truc qui existe quasiment jamais. Et du coup, c'est curieux parce que cette scène, parce que j'apparais dans une scène dans le film pour laquelle j'étais invité, elle a été tournée en 2019, donc c'est il y a 4 ans. Et il s'est passé 4 ans pendant lesquels l'équipe a fait en sorte que de déjà monter son film, le réaliser et puis finalement faire en sorte qu'il sorte au cinéma. Et donc ce film qui sort au cinéma aujourd'hui, qui rencontre un succès alors que c'est entièrement artisanal, je trouve ça très très gratifiant et surtout gratifiant pour l'équipe qui l'a réalisé, de se dire ben voilà, ils ont bien fait de se sortir les doigts parce que finalement ce film 4 ans après il sort au cinéma. Ce film, c'est une histoire de potes qui bravent un peu tout et tous contre la maladie. On va en parler longuement dans cette émission, bien évidemment, Thomas VDB. Mais d'abord une question. Vous êtes quel genre d'ami ? Quel genre d'ami je suis ? Je suis un ami... j'aime bien les petits comités, moi. Je suis un ami qui passe énormément de bon temps avec les j'ai remarqué que les gens qui me font le plus rire au monde, des fois c'est une question qu'on me dit, c'est qui les gens qui te font le plus rire au monde ? C'est mes amis. En général, avant de dire Louis de Funès ou Gad Elmaleh, je vais dire c'est mes amis vraiment qui me font le plus rire. Donc je suis un très bon client d'amis. J'adore passer du temps avec mes amis. Et après, je sais pas, je suis un ami peut-être un peu rare parce que malheureusement, quand on s'est fait pote avec des amis à l'adolescence, après la vie nous éclate un peu aux 4 coins de l'Europe, du monde ou de la France. Et donc, je suis un ami qui doit prendre le train pour aller retrouver ses amis. Mais je suis toujours ami avec mon ami d'enfance, je suis toujours ami avec mes amis d'adolescence. Et s'il y a énormément de gens dans le métier que je fais que j'adore, c'est très rare de se faire ami avec des gens de ce métier. Donc il y a des gens que j'adore, avec qui j'adore passer du temps. Mais mes amis, c'est des gens de ma vie privée, qui sont pas des gens connus. Et donc je suis pas un ami par intérêt, ça c'est sûr. Un ami fiable et fidèle, de ce qu'on entend, Thomas VDB. J'espère. On va continuer à vous découvrir dans cette émission. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec nos chroniqueurs David Schweger et Corentin Le Guinadjar pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, malgré les émeutes qui secouent la frontière à l'appel du Hamas depuis plusieurs jours déjà, Israël rouvre le passage frontalier d'Erez avec l'enclave palestinienne. Il avait été fermé il y a 2 semaines à cause des violences. Des milliers de Gazaouis, 17 000 en tout, peuvent donc à nouveau rentrer en Israël pour y travailler. Politique, la Cour suprême se penche depuis ce matin sur la loi qui doit limiter les possibilités de destituer un Premier ministre. Le texte a déjà été approuvé en mars dernier, mais il doit amender les lois fondamentales. C'est dans ce contexte de tension autour des lois fondamentales et de la refonte judiciaire que 37% des Israéliens qui ont un passeport étranger envisagent de quitter le pays. Selon cette enquête du Jewish Policy Institute, la proportion d'Israéliens qui se sentent à l'aise dans leur pays est passée de 76 à 65% en 1 an. Dans l'actualité en France, 9 étudiants juifs sur 10 ont déjà été victimes d'antisémitisme. C'est ce qui ressort du baromètre IFOP. Pour l'Union des étudiants juifs de France, les faits antisémites vont des blagues douteuses majoritaires aux violences physiques pour 7% et ne se limitent pas aux universités mais touchent aussi les grandes écoles. Emmanuel Macron en Corse, le président de la République a pris la parole tout à l'heure devant l'Assemblée de l'île de Beauté. Il s'est dit favorable à une autonomie de la Corse. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on revient avec notre invité Thomas VDB sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio
ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek, avec son design élégant, luxueux, l'hôtel El Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose l'époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cacheroute. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 €. Envoyez vos dons à Amazon, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazone.org. 01 48 21 00 30. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec mon invité Thomas VDB jusqu'à 16h30 qui me regarde et qui lève le doigt avec quelque chose à dire de très important. Mais oui, non, mais je suis rassuré parce que c'est Mazone dont il venait de parler, parce que j'ai cru qu'il disait envoyez vos dons à Amazon. Est-ce que Amazon a bien besoin qu'on leur fasse des dons, franchement? Non, c'est une association qui vient en aide aux personnes dans le besoin. Ça Thomas VDB. Vous venez nous parler de ce film Poisson Rouge qui parle de cette personne, Guillaume, 33 ans, qui perd la mémoire de façon irréversible et qui va tenter de rentrer dans un centre spécialisé. Je dis ça parce que tout du long, on va le voir cheminer avec ses amis, finalement ses potes d'enfance, peut-être un peu que vous dans la vie, Thomas VDB, qui lui organise un dernier week-end un peu festif avant finalement de rentrer dans le dur, comme on dit. Il lui lance ce défi de rentrer dans un road trip pour lui permettre peut-être aussi de régler des problèmes avant qu'il ne les oublie. Bande annonce. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, j'ai pas de travail, en fait. Enfin, j'avais un travail, mais je l'ai perdu parce que, en fait, je suis tombé malade. En fait, je perds la mémoire. C'est une maladie, une maladie dégénérative. Ok, cool. Ok. Alors, on va l'encourager. Ils ont quoi là ? Comme toi, mais à un stade un peu plus avancé. Et quand je suis sorti de là-bas, tu t'imagines pas la bouffée d'air que ça m'a fait. Je veux en profiter encore un peu. Bah, allons faire le tour du monde. D'abord, on va voir ton père, non ? Guillaume ? Ça va ? Fallait que je te voie, en fait. Tu dégages de métier, Je vous balade, je vous travaille, vous me faites un coup de pute comme ça, là. Il ne s'en souviendra pas, Andy. Guillaume ? Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, du coup, comme toi, t'as été importante pour moi, Mais c'est mignon. Est-ce que moi, éventuellement, même si t'as de l'argent que tu voudrais nous léguer... Vous êtes au courant qu'il est malade et vous lui avez fait prendre des risques comme ça. Tu ne m'oublies pas. J'ai essayé. Un film extrêmement touchant, Thomas VDB, qui s'intitule Poisson Rouge, et on comprend pourquoi ce film a réussi à entrer en salle. Il démarre avec plusieurs échanges très drôles où Guillaume Canet en prend pour son grade. Je laisserai le soin de découvrir, avec un acteur principal qui a un léger air, si je peux me permettre, de Franck Gastambide. Ça ne m'a pas lâché tout du long du film. C'est une idée de qui, ce film ? Est-ce que c'est basé sur une histoire vraie, au-delà de ce film improvisé? On se dit que tout à chacun dans la vie, on peut passer par là, et que souvent c'est le coup de pouce pour écrire, ou du moins avoir envie de lancer un film comme celui-là. Alors,
À ma connaissance, je pense que l'idée vient des 3 réalisateurs, parce que encore une fois, je n'ai passé qu'une journée sur le tournage de ce film. Les 4 comédiens principaux, donc qui racontent, donc 3 qui accompagnent un d'eux qui a une maladie neurodégénérative, et donc tout ça évidemment est pas traité sur un ton misérabiliste, ce qui fait, je pense, la beauté de ce film. Tout à fait. Mais l'idée, donc, je pense que quand on écrit un film comme ça, le but c'est quand on veut faire ce qu'on appelle un buddy movie, c'est-à-dire un film de potes. L'idée, c'est de trouver un prétexte narratif qui va rassembler des potes et qui va leur permettre de passer du temps ensemble. Alors après, il y a ce fond d'histoire un peu dramatique, mais qui finalement, dont on arrive à trouver des moments comiques aussi quand même dans le film, parce que le film est quand même aussi une comédie. Le but, donc, comme ces 4 comédiens qui jouent la bande de potes, sont 4 comédiens qui improvisent ensemble dans une compagnie théâtrale qui s'appelle Les Autres. Donc ils ont une compagnie de théâtre déjà à la base, ces 4 comédiens-là, et donc ils se connaissent par cœur. Et donc je pense que l'idée des 3 réalisateurs était de trouver un prétexte narratif pour faire improviser ces 4 comédiens qui se connaissent hyper bien, et sur un film narratif donc qui est ce mec malade dont des potes vont lui dire viens, on t'emmène en voyage avant que tu rentres dans un centre de traitement. Et donc c'est ce voyage de 4 potes, un d'entre eux qui est malade et les 3 qui l'accompagnent sur la route en fait. C'est très touchant sur les sensibilités ce film, parce qu'en effet il n'y a pas de scénario écrit ligne par ligne, et on sent qu'il y a des échanges très profonds entre eux. Vous, dans le film, vous êtes Max, une rencontre faite finalement par hasard, qui va faire toutefois son travail, parce qu'il va faire grandir les personnages, il va faire grandir les esprits. Forcément, on s'y attend. Les angoisses se croisent entre ceux qui ont la possibilité de vivre leur vie et ceux qui n'y arrivent pas et qui voudraient avoir une vie dite normale, si toutefois c'est possible, mais qui ne peut pas. Le film s'appelle Poisson rouge, évidemment on se doute pourquoi, la perte de mémoire, mais aussi peut-être parce que dans la vie, Thomas VDB, on se sent parfois comme un poisson dans un bocal sans eau, face à des situations compliquées. Vous en pensez quoi ? Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce que veut raconter l'intervention de mon personnage. C'est comme ça que ça a été pensé, en tout cas par les 3 réalisateurs, parce qu'ils voulaient que non pas c'est pas du tout un obstacle, parce que mon personnage et sa compagne qui invitent donc ces quatre camarades d'un seul coup dans leur maison en disant venez, ils les croisent dans une laverie automatique et ils disent venez boire un coup à la maison ce soir si vous voulez. Et donc l'idée effectivement est de faire se rencontrer 2 personnes qui ont un mode de vie très léger. Donc moi et ma compagne qui sont vraiment à la bonne franquette. Venez boire un coup à la maison, tout va bien pour nous dans la vie, avec ces 4 personnages qui sont à un moment dans une quête de sens pour l'un d'entre eux qui est gravement malade. Et donc c'est qu'est-ce que ça génère de deux groupes de potes qui se rencontrent, sachant qu'il y en a un qui est vraiment avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et puis l'autre qui est complètement empreint de légèreté, et c'est comment un groupe va influencer l'autre en fait. Et puis parce que la vie peut être badass, j'ai envie de dire, et c'est un clin d'œil au film pour ceux qui iront le voir. Le message, est-ce que c'est profiter de la vie avec les gens qu'on aime, quoi qu'il en coûte ? Oui, je pense que c'est quand même le message, évidemment. Je pense que c'est un truc qu'ils n'ont pas perdu de vue en faisant ce film. C'est ils voulaient que, quand bien même ça traite un sujet très grave, il y ait déjà que ce soit un film qui soit une comédie, qui soit plein de moments légers, mais qui soit aussi un film avec une sorte de morale. Qui soit plutôt de cet ordre-là, effectivement. Ouais. Vous allez comprendre cette transition, Thomas VDB, qui a du sens. En 2016, vous avez créé Rétro 2050 sur Deezer, un podcast futuriste avec des artistes, puis 100 VDB par minute, 8 épisodes absurdes dans lesquels on pouvait retrouver Antoine Decaune, Monsieur Fraise, Alissa Noveller ou encore Léa Salamé ou Eddie De Pretto, parce que c'est peut-être ça aussi votre patte, Thomas VDB, l'absurdité de l'avenir sur scène. Alors, si c'est pour faire un lien effectivement avec le spectacle que je joue depuis 2 ans. C'est pour faire un lien. Oui, effectivement. Disons que c'est le sujet du spectacle que je joue depuis 2 ans et pour 1 an encore, qui s'appelle Thomas VDB s'acclimate. L'absurdité, je sais pas si c'est l'absurdité de l'avenir. En tout cas, c'est ce qui me semble absurde dans la façon qu'on a d'anticiper notre avenir. Alors quand je dis on, c'est pas nous 4 qui sommes autour de la table là, c'est pas les gens qui sont dans les studios, c'est les gens qui
les gens qui gèrent le monde aujourd'hui. Alors donc moi je suis français, donc je pense au président de la République française qui l'année dernière disait comment aurait-on pu anticiper cette crise climatique alors que 6 mois avant il disait mon quinquennat sera écologique ou il ne sera pas. Donc quand il disait comment aurait-on pu anticiper, je dis 6 mois avant déjà tu disais que ce serait écologique ou ça ne se sera pas. Donc en fait j'ai l'impression que voilà quand il parle de planification écologique il y a 3 jours et qu'il dit qu'il adore la bagnole, je veux bien que t'aimes bien la bagnole, mais est-ce que c'est bien une phrase à dire au moment où tu présentes ta planification écologique? Donc je trouve que tout ça est bourré de contradictions, et je veux bien qu'on soit tous pétri de contradictions, mais je pense que quand on décide de se présenter pour défendre un pays, pour le mener dans une direction bien particulière, je pense qu'il faut être beaucoup plus précis que ça. Et donc mon spectacle ne parle pas que de ça, mais il parle de l'absurdité avec laquelle on va dans le mur. Parce qu'on va pas se mentir, on va quand même dans le mur. C'est un spectacle sur l'écologie décomplexée, avec un bilan à la fois sensible et lucide sur la thématique, avec un enjeu, rendre accessible un sujet qui est complexe tout en faisant rire à votre manière, Thomas VDB, mais sans démagogie. J'ai envie de dire que vous dites notamment que pour des raisons évidentes, bien sûr, de réchauffement climatique, vous ne vous produirez pas sur scène au Festival d'Avignon. C'était plusieurs étés d'affilée. Je vais vous demander dans un instant si vous y êtes allé depuis. En tout cas, pour l'instant, petit extrait. Ce que moi je vous dis, c'est les chaleurs, là, les canicules de dégénérés qu'on se prend dans la tête, ça n'a plus de sens, quoi. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Festival de théâtre d'Avignon, qui a lieu dans le Vaud. Et on va reprendre parce qu'on a un petit souci de son, mais en tout cas, vous pouvez nous le faire en direct, la canicule, finalement, Thomas VDB. Oui, non, effectivement, je parle du problème que j'ai avec la canicule. Et donc là, ce qui a été coupé, c'est jeudi, déjà, ils ont fait un festival de théâtre qui a lieu dans le Vaucluse au mois de juillet. Et je dis déjà, c'est vrai que déjà, le Vaucluse au mois de juillet, ça n'a aucun sens. Mais donc déjà... quand je vois que j'y arrivais pas avant à y aller, je comprends pas que quand je vois les températures qu'il fait, je me dis qu'il a été annulé à cause du Covid il y a 3 ans, ce festival, je me dis, mais déjà à cause de la chaleur, je comprends même pas qu'il soit maintenu, moi, ce festival. Et donc, je raconte la difficulté que c'est pour moi, ne serait-ce que de déambuler dans les rues du Festival d'Avignon en plein mois de juillet, avec des gars, en plus, qui tractent pour leur spectacle, déguisés en mousquetaires, avec des costumes en laine, et qui viennent te donner. Et donc, je suis là, mais enlève ton costume, rien que de te regarder, rend le présent insupportable pour moi. Donc, effectivement, je me plains beaucoup de la chaleur parce que je suis un gros phobique de la canicule. Oui. Et donc, c'est une des portes d'entrée dans les sujets du spectacle, parce que je voulais absolument pas faire un spectacle qui soit donneur de leçons ni accablant. Parce que effectivement, on a vite fait aujourd'hui, dès qu'on parle d'écologie, d'accabler les gens, ou d'antagoniser en fait les gens avec qui on parle. C'est pas du tout l'idée. Je veux juste essayer de me dire, mais comment ça se fait qu'il y ait pas une prise en charge des problèmes qui soit beaucoup plus quand je vois combien les problèmes météorologiques ou climatiques deviennent radicaux aujourd'hui, je pense qu'il faudrait traiter ces questions de façon radicale. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont là, ah non, moi les radicales je les bloque sur les réseaux sociaux. Mais moi je suis pas radical. Je pense qu'il faut des solutions radicales contre ces problèmes radicaux. Vous avez des solutions, lesquelles ? Alors on rentre dans les sujets, on y va. Moi personnellement, je ne prends plus l'avion, j'ai pas de voiture, je prends que les transports en commun. Voilà, moi mes solutions, c'est de partir en vacances pas loin. Disons que je comprends que si par exemple on a de la famille loin, je comprends qu'on ait besoin de prendre l'avion pour y aller, mais par exemple je vais plus jamais. Ça fait des années que j'ai pas pris d'avion. Donc je limite ma consommation de viande, j'essaie de limiter ma consommation d'internet aussi. Donc c'est vraiment je fais ma part en tout cas. Vous mangez des gâteaux sans sucre, si je puis me permettre. Alors, en tout cas, c'est un petit extrait du spectacle, je vais pas vous faire rentrer là-dedans, mais vous avez des angoisses du quotidien. Je vous pose cette question parce que peut-être que l'avion en fait partie, Thomas VDB, puisque vous en parlez de ces angoisses du quotidien que vous aviez évoqué, il me semble, dans un livre qui s'appelait Comédienne Rhapsody. Absolument, oui, c'est un livre que j'ai fait, qui est sorti il y a 2 ans, qui raconte c'est autre chose. Chez Flammarion, c'est l'histoire de ma passion pour la musique. Donc là, avec quelques obsessions. Avec quelques obsessions, oui, ça c'est vraiment de mes obsessions même musicales. Effectivement, je raconte que l'avion, en plus, non seulement je le prends plus aujourd'hui, parce qu'en plus, je l'ai énormément pris à un moment de ma vie. Beaucoup plus que j'aurais dû le prendre. Quand j'étais journaliste, j'allais très souvent aux États-Unis et tout ça. Alors déjà, je raconte que dans le spectacle, je dis que je ne prends plus l'avion, mais que j'ai pas trop de mérite parce qu'à la base, j'ai peur en avion.
Donc on n'a pas trop de mérite à arrêter un truc qui te fait peur à la base. Je le pressentais, Thomas VDB. Je suis un peu anxieux. Nous, pareil, j'ai très peur en voiture, j'ai peur de l'autoroute, donc vraiment, je suis très bien Ça chez aide. moi. Voilà, donc, ça aide à avoir une conscience écologique, je l'entends bien. En tout cas, pour Télérama, c'est un spectacle déculpabilisant à souhait, bourré d'humour potache et absurde, dans lequel vous égrenez avec une irrésistible bonhomie vos propres contradictions face à l'urgence climatique. Ça donne très envie de venir vous voir. C'est un spectacle qui fonctionne très bien, et donc je recommande de venir vous voir chaudement. Vous êtes en tournée en ce moment. Est-ce qu'il y a des prochaines dates à donner, Thomas VDB? Alors, j'en connais une, si je peux me permettre. Je joue ce week-end à Maison Alfort. J'ai pas le calendrier de mes dates en tête. Je sais que je rejoue à Paris les 3 et 5 février au Théâtre du Châtelet. Sinon, là, le en 19 octobre à Courbevoie, à l'espace Carpeau. Oui. Et déjà, ça nous aide pour les auditeurs qui nous suivent à venir vous voir et à noter. J'imagine que pour le reste, c'est sur votre site internet et à retrouver très facilement sur les réseaux sociaux. On va passer à la suite de cette émission où on découvre toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, c'est David Schweger qui vous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour Thomas VDB. Bonjour David. Ma quête hebdomadaire aura, comme à l'habitude, consisté à chercher et bien sûr trouver une pièce qui fait écho à l'actualité mais aussi à la sensibilité de notre invité. Et quel plus bel hommage pouvais-je rendre à Poisson Rouge, le dernier film de Thomas, qu'en vous parlant d'une pièce qui, à l'instar de Poisson Rouge, ce buddy movie, comme vous le disiez à l'instant, a pour centre la question si cardinale de l'amitié. Au grand point virgule se joue jusque fin décembre la comédie plébiscitée par le public « Mes copains d'abord », dans laquelle une joyeuse bande d'amis indéfectibles nous embarque dans l'aventure qui les engage à tenir une promesse qu'ils se sont fait adolescents, un peu à l'instar de la chanson de Patrick Bruel, se donner rendez-vous le jour de l'an, tous les 10 ans, pour faire ensemble le point sur leur vie et sur leur amitié. Si on écoute ce que vous disiez tout à l'heure dans Patrick Bruel. Évidemment. Une de mes grandes passions, Patrick Bruel. La pièce commence alors qu'ils sont réunis le 31 décembre chez l'un d'entre eux, celui qui dans la bande est l'homme qui est celui de toutes les réussites, Samuel Parker, le PDG de Connect, l'une des entreprises les plus puissantes du monde dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et toute la pièce pivote autour d'un seul coup de théâtre, je crois, David. Et oui, et c'est ce qui fait tout le stimulant suspense de l'intrigue. Les amis, les inséparables, confortablement installés dans le salon entièrement connecté de leur ami Samuel, géré par l'intelligence artificielle Amélia, qui n'est pas pour peu dans le comique de la pièce, ouvrent une bouteille de Dom Pérignon apportée par l'un d'entre eux et commencent une joyeuse discussion sur leurs années de lycée en attendant la venue de Samuel à la fête. Il y a la Céline, ancienne prof reconvertie dans la psychologie et le développement personnel, façon zen. Ludovic, son ex-mari, dirigeant d'entreprise, hésitant entre arrogance et gros doutes personnels. Audrey, influenceuse écologiste, passant son temps à faire des stories pour ses followers Insta. Et Benoît, le fragile dyslexique de la bande qui amuse beaucoup en se perdant dans les mots. Tous se chamaillent, évoquent le passé, pas toujours glorieux des uns et des autres, avec une drôlerie déconcertante et une débauche d'énergie. Manque à l'appel Samuel, qui ne viendra pas. C'est un enregistrement de sa voix que diffuse Amélia à l'assistance déconcertée. Il est mort d'une cirrhose 2 semaines auparavant et a organisé discrètement sa crémation. Voilà 1 heure que son urne trône au centre du salon et les écoute discourir. La nouvelle de sa mort a été gardée secrète et pour cause, il propose à ses amis un petit jeu en 3 épreuves pour cette soirée de réveillon. Se mettre d'accord pour élire celui d'entre eux le plus susceptible de lui succéder à la tête de sa gigantesque entreprise afin de la préserver de la mainmise de son intrigant et ambitieux numéro 2. L'amitié entre les 4 complices va-t-elle résister à cette compétition pour le pouvoir? Alors ça, c'est une grande question, mais on se demande si la pièce semble tenir à la fois de la comédie d'intrigue, mais aussi du théâtre de boulevard. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice sur ça? Mais oui, complètement, Cyrielle. Avec le défi lancé par Samuel Parker à ses amis, commence à la fois une comédie de suspense, animée par la quête de chacun des personnages à faire valoir leurs qualités pour la direction de la gigantesque entreprise Parker, mais aussi une tonique comédie de boulevard. Car
Vous vous doutez bien que toute la drôlerie de la situation ainsi mise en scène, mais aussi l'énergie des gags de chacun des comédiens, l'un dyslexique et confondant toujours un mot pour un autre, l'autre susceptible en diable et jaloux de son ex-femme, l'une obsédée par son image sur les réseaux sociaux, l'autre toujours à vouloir calmer tout le monde à l'aide d'une prière zen ou d'un bol tibétain, sont au service du rire continu de la salle. Mais la pièce ne va pas non plus sans tendresse et sans profondeur, parce qu'au final, c'est bien de la fragile et fidèle amitié de cette petite troupe dont il est question, et de sa résistance aux aléas de la vie et à l'esprit de compétition. En conclusion, David Schweger. Eh bien, en conclusion, je recommanderais chaudement à ceux de nos auditeurs qui voudraient passer un bon moment le week-end ou en fin de soirée d'aller faire un tour au Grand Point Virgule pour y rire, certes à foison, mais pour y méditer aussi intelligemment sur les vanités des nouvelles technologies et des soucis de gloire de nos contemporains, et sur une valeur cardinale qui permet de transcender collectivement ces vanités de notre époque. L'amitié. Oh, c'est joliment dit. Merci beaucoup, David Schweger. Je rappelle que la pièce Mes copains d'abord de Joseph Gallet et de Pascal Rocher est mise en scène par Anne Bouvier avec une distribution tournante. C'est joué au Grand Point Virgule, rue de l'Arrivée depuis le 2 juin et jusqu'au 30 décembre de cette année, du jeudi au samedi à 19h30 et les dimanches à 18h30. Merci beaucoup, David Schweger. Merci, Cyrielle. À la semaine prochaine. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle et bonjour Thomas VDB. Alors après ce voyage sur les planches savamment orchestré par David ici présent, on poursuit notre épopée culturelle, mais cette fois-ci on va le faire dans votre tête, Thomas. Un peu de musique pour démarrer et direction Melbourne en Australie avec un jeune groupe de rock, j'ai nommé Tropical Fuckstorm, qu'on pourrait vulgairement traduire en français par putain de tempête tropicale. On appuie sur play. My blue bin baby says to wait and see. A storm is coming but it won't wet her. Blue Beam Baby, un titre extrait de l'album Deep States que vous avez peut-être reconnu, Thomas, sorti en août 2021, le troisième du groupe, aux allures victorieuses avec le ARIA Music Award en poche cette année-là, prix qui récompense les meilleures créations australiennes. Alors, Tropical Fuckstorm reste l'une de vos récentes découvertes, Thomas. Le groupe n'est pas si vieux, il a vu le jour en 2017. Et c'est au départ le couple de rockers le plus coolos de Melbourne qui est, pour ainsi dire, derrière tout ça. Flashback, l'année 2016 s'achève sur une bonne note pour The Jones, un groupe de rock australien dans le milieu depuis 1997. Leur dernier album est devenu leur meilleur sur le classement des sorties de projets musicaux en Australie. C'est aussi le premier que le groupe sort sur son propre label Tropical Fuckstorm Records. Et Gareth Lydiard, l'un des fondateurs, se repasse 20 ans où fougue et passion s'entremêlaient au service d'une mission, faire siéger le groupe au panthéon du rock australien. Un beau jour, il discute avec Fiona Kitchen, bassiste du groupe, qui, entre parenthèses aussi, deviendra sa femme pendant les années The Jones. Et Gareth a, comme qui dirait, envie de nouveautés musicales. Il voudrait complètement repartir de zéro. Et le couple tombe d'accord. Et c'est donc le moment pour eux, finalement, de constituer un tout nouveau groupe. Exactement, Cyrielle. Fin prêt pour de nouvelles aventures. Les deux rockers amoureux décrochent leur téléphone et passent quelques coups de fil. La première à recevoir leur appel, on la connaît déjà un petit peu à ce moment-là sur la scène musicale australienne. C'est la guitariste Erica Dune, passée par d'autres groupes comme Palm Springs, Harmony et même Modcon un peu plus tard. Ils seront aussi rejoints par la batteuse Lorraine Hamel pour former un jeune quatuor prêt à tout exploser. Au moment ultime de trouver leur nom de scène, Gareth et Fiona repensent au nom de leur label Tropical Fuckstorm et le nouveau groupe est enfin né. Rock expérimental, noise rock, Tropical Fuckstorm, c'est le genre de groupe à rebours de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il casse le rythme avec des variations complexes et tortueuses, intercale des sonorités aussi bizarres qu'impromptues, tout en gardant le style qu'on connaissait déjà chez The Jones. Alors, j'ignore comment vous, Thomas, l'ex-journaliste qui sommeille en vous, ressent la musique de Tropical Fuckstorm. Ah mais je suis fan de ce groupe et je suis très étonné. Je vois vraiment que Corentin, vous êtes à la pointe de mes goûts musicaux. Parce que c'est vraiment le groupe que j'écoute le plus depuis 3 mois. Je les ai découverts un peu tardivement, mais c'est vraiment le groupe que j'écoute le plus en ce moment. Donc je suis là, waouh, lui il est vraiment au top de mes goûts musicaux. Et bah comme quoi vous voyez, donc en les écoutant, on note une patte un peu émotionnelle, à la fois tragique et lumineuse. Et d'ailleurs le label Casbah Records avait fait un article avec une formule que j'avais trouvé intéressante pour parler du premier disque du groupe à l'époque. Il disait que c'était le disque idéal
idéal s'il fallait présenter notre époque à un vaisseau extraterrestre débarquant dans notre monde en état de décomposition avancée. À méditer donc. En tout cas, depuis ses débuts, Tropical Fuckstorm, que vous affectionnez tant, a eu le temps de sortir 3 albums, rafler quelques prix en Australie et faire plusieurs tournées un peu partout dans le monde. Ils ont même eu droit à une petite apparition à l'écran en 2022 dans Nope, le film de Jordan Peele. Mais le groupe l'a annoncé en début d'année, il lève un peu le pied depuis que Fiona Kitchen a été diagnostiquée malheureusement d'un cancer du sein. Évidemment, une grande pensée à elle, on espère vite la retrouver en pleine forme avec son groupe, guitare en main, sur le devant de la scène. Et puis on passe à vos coups de cœur littéraires avec une de vos découvertes estivales, Thomas VDB. Rien n'est noir, publié en 2019 par votre amie Claire Berest, d'ailleurs, récit non pas d'une relation fugace, mais d'un amour tumultueux et passionné. L'histoire entre Frida Kahlo et Diego Rivera, 2 icônes de la peinture mexicaine aux allures de révolutionnaires. L'histoire de la rencontre entre le jeune corps abîmé et le personnage public accompli et fantasmé. Mais aussi d'une femme qui semblait capable de tout surmonter dans un parcours de vie semé d'embûches. Claire Berest redonne vie à Frida Kahlo et nous replonge dans sa jeunesse. Celle qui se construit sur la souffrance physique avec une polio à 6 ans, plus tard un grave accident de bus, son corps traversé par une barre de fer et un handicap à vie. Celle qui se destinait à devenir médecin mais dont on se délectera des peintures et autoportraits, son véritable mode d'expression, mettre des mots sur ses mots en quelques coups de pinceau. Celle qui, poussée par un Diego pas toujours tendre, goûtera au succès. Et enfin celle qui voulait changer le monde, profondément patriote, féministe, affiliée au Parti communiste mexicain. Rien n'est noir, un livre qui cache en réalité une autre histoire d'amour, Thomas. Flashback, dans les années 2000, Claire Berest, la vingtaine, part quelque temps à New York, un peu sur un coup de tête. Là-bas, assez solitaire, elle se retrouve par hasard avec une carte postale entre les mains, et pas n'importe laquelle. Je vous laisse deviner quel tableau était représenté dessus, Thomas. Un tableau de Frida Kahlo. Ah, le tableau, pardon. Son premier contact avec la peintre est une véritable révélation. Claire se sent tout de suite hypnotisée par ce tableau comme étrangement connecté à Frida Kahlo. Puis elle commence à s'intéresser de près à ses œuvres, passe au peigne fin chaque détail de sa vie. La future romancière voit en Frida l'amie qui brise en fait sa solitude. Et donc cette fameuse Claire Berest tombe en quelque sorte, on peut le dire, amoureuse de Frida Kahlo. C'est tout simplement la rencontre de sa vie. Elle ira même plus tard jusqu'à appeler sa propre fille Frida. Je pense que vous le savez puisque vous le connaissez un petit peu. Absolument, Frida, c'est la grande copine de mon fils. Encore mieux, mais il lui faudra plusieurs années à Claire avant de se décider à prendre la plume pour écrire sur sa chair et tendre. Longtemps préservé comme un jardin secret, dira-t-elle. Son roman reçoit le prix des lectrices de Elle en 2020. Frida Kahlo, sa vie, ses sentiments, à travers les yeux de sa plus grande admiratrice, Claire Berest. Eh bien, je vous remercie beaucoup, cher Corentin Legui. Nadjar, et j'ai envie de dire, quel coup de stylo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec sur l'antenne de Radio J. Merci de vous avoir fait voyager dans ces goûts culturels de notre invité. On revient dans un instant sur l'antenne de Radio J. Vous restez avec nous. Notre coup de cœur du jour, notre experte Judith Cohen-Solal pour le portrait et puis l'introspection. Mais tout de suite, une très courte pause et puis c'est le journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle chez votre marchand de journaux. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, malgré les émeutes qui secouent la frontière depuis plusieurs jours à l'appel du Hamas, Israël rouvre le passage frontalier d'Erez avec Gaza. Il avait été fermé il y a 2 semaines à cause de ces émeutes. 17 000 Gazaouis peuvent à nouveau rentrer en Israël pour travailler. Le passage devrait à nouveau temporairement fermer ce week-end en raison de la fête de Soukhot.
Politique, la Cour suprême israélienne se penche aujourd'hui sur la loi qui doit limiter les possibilités de destituer un Premier ministre. Le texte, déjà approuvé en mars dernier, doit amender les lois fondamentales. La crainte, c'est qu'il permette à Binyamin Netanyahou de contourner les dispositions relatives au conflit d'intérêts. Le Premier ministre, qui est aussi sous le coup de poursuites judiciaires. Les 11 juges de la Cour suprême doivent statuer. Est-ce que cette loi a été taillée sur mesure pour Binyamin Netanyahou ou pas? L'enjeu, c'est le début de son application. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Un report de son entrée en vigueur et qui retirerait son caractère problématique de texte rétroactif. Si on repousse à la prochaine législature, on ne pourra plus parler de loi personnelle. Et c'est d'ailleurs depuis ce matin, autour de cette question que tourne le débat, si la situation juridique de Netanyahou a poussé la Knesset à voter cette loi, est-ce que son objectif est seulement de protéger l'actuel Premier ministre ou bien est-ce qu'il est dicté par des considérations de principe? La différence en fait entre motivation et objectif, c'est là-dessus maintenant que discutent les requérants et les défenseurs de la position du Premier ministre. Notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Et c'est dans ce contexte que 37% des Israéliens qui ont un passeport étranger envisagent de quitter le pays. Selon cette enquête du Jewish Policy Institute, la proportion d'Israéliens qui se sentent à l'aise dans leur pays est passée de 76 à 65% en un an. Le phénomène touche aussi les électeurs de droite. Binyamin Netanyahou salue l'exemption de visa pour les Israéliens souhaitant se rendre aux États-Unis. Un gain de temps, d'énergie et d'argent. Également un jour important pour tous les Israéliens, a dit le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui a aussi souligné que cela mettait en lumière les liens solides avec les États-Unis, car seule une quarantaine de pays dans le monde bénéficient de mesures similaires. Binyamin Netanyahou a remercié le président Biden et le secrétaire d'État Anthony Blinken. Dans l'actualité en France, 9 étudiants juifs sur 10 ont déjà été victimes d'antisémitisme dans le milieu étudiant. C'est ce qui ressort du baromètre IFOP pour l'Union des étudiants juifs de France paru ce matin. Les faits antisémites vont des blagues douteuses, majoritaires aux violences physiques quand même pour 7%. Elles ne se limitent pas aux universités mais touchent aussi les grandes écoles. Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Il y a deux éléments qui progressent de façon assez claire. Le premier élément, c'est le complotisme. On voit par exemple la théorie complotiste la plus grave, celle qui considère que les Juifs sont responsables de la crise économique, elle a doublé. C'est assez incroyable. Deuxième chose, ce sont évidemment les propos haineux concernant Israël et l'antisémitisme issu de la haine d'Israël. Celui-là, il est en forte augmentation. Les chiffres sont éloquents. 34% des étudiants, de façon générale, sont prêts à boycotter Israël. 37% estiment que le sionisme est une forme de racisme. Samuel Lejoyeux, le président de l'Union des étudiants juifs de France. En Espagne, une attaque au couteau dans une école. C'est l'un des élèves de l'établissement qui en est l'auteur. Un adolescent de 14 ans qui a poignardé 5 personnes tout à l'heure. 3 professeurs et 2 élèves sont touchés. Ça s'est passé dans une école de Jerez de la Frontera, près de Cadix. Emmanuel Macron en Corse, le président de la République a pris la parole tout à l'heure devant l'Assemblée de l'île de Beauté. Il s'est dit favorable à une autonomie de la Corse. Emmanuel Macron s'est aussi prononcé pour faire un front commun contre la criminalité organisée sur l'île de Beauté. En France, c'est demain soir que sera examinée la motion de censure contre le gouvernement. Elle a été déposée après le 49-3 sorti par Elisabeth Borne tard hier soir. La première ministre a usé de ce joker qu'offre la Constitution pour faire adopter la loi de programmation qui encadrera la trajectoire budgétaire de la France entre 2023 et 2027. Et puis pour finir, des nouvelles de Pierre Arditi. Le comédien annonce qu'il reviendra sur scène mercredi. En fait d'AVC, il a fait un malaise vagal combiné à une hypoglycémie. Hier soir, sur la scène du théâtre Édouard VII à Paris, il a eu un malaise en pleine représentation de Lapin, la pièce de Samuel Benchetrit. Pierre Arditi est âgé de 78 ans. Merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Thomas VDB sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cache-route. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 €. Envoyez vos dons à Mazone, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazone.org. 01 48 21 00 30. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier spécial Amérique, Israël, Arabie Saoudite, le deal du siècle. Demain, la normalisation avec Riyad. Le Moyen-Orient est-il enfin à portée de main et comment Joe Biden joue son va-tout? Les décryptages du professeur Emmanuel Navon et Dari Echstein. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. En 1976, se tient le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage ayant mal tourné. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. L'affaire suscite la mobilisation de nombreuses figures médiatiques. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Le procès Goldman, un film de Cédric Kahn avec Arié Worsalter et Arthur Harari, le 27 septembre au cinéma. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci beaucoup d'être avec nous. Si c'est le cas depuis le début de cette émission avec notre invité Thomas VDB, merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, merci d'être avec nous. On parle du film Poisson Rouge en salle depuis hier et le 5e spectacle de Thomas VDB qui s'intitule Thomas VDB s'acclimate en tournée en ce moment. Cher Thomas, on va poursuivre cette émission avec une séquence qui s'intitule l'introspection. Je vais commencer par cette phrase d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant sur la douce musique de Jérémy Ababou. Thomas VDB, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Je m'appliquerais à apprendre beaucoup plus de choses très tôt, d'autres langues, des instruments et à apprendre à bricoler de mes mains, par exemple. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Je lui conseillerais, enfant, d'apprendre à jouer au plus de jeux différents possibles. Parce que je pense que plus on apprend des jeux, plus on apprend des règles de jeux différentes, plus on s'ouvre une géométrie dans la tête qui est beaucoup plus large, je pense. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Je dirais la vingtaine, parce que il y a eu plusieurs âges que j'ai beaucoup aimé, mais la vingtaine, c'est certainement là où j'ai eu l'impression que je profitais le plus de ma liberté et qu'elle me le rendait très très bien. S'il y en a une, et seulement s'il y en a une, quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez résolue ? S'il n'y en a fait qu'une seule. Je sais pas, non, il y a plein de micro-erreurs, il y a plein de vraiment, mais des tas et des milliers de micro-erreurs. Non, je croise les doigts, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait une erreur qui a été vraiment une catastrophe. Donc je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas par peur d'être jugé ? Qu'est-ce que j'aimerais faire, mais que je ne fais pas par peur d'être jugé ? M'engager plus sur des sujets qui me tiennent à cœur, publiquement. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Regarder grandir mes enfants. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? De vivant, clairement. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? J'aimerais avoir plus de détermination, de ténacité. Si vous étiez président de la République, Thomas VDB, quelle serait la première mesure que vous prendriez ?
Ce sera une mesure très écologique. Je m'en doutais. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Que j'étais, je fais pas les choses pour la postérité, donc je me préoccupe pas du tout de savoir ce que les gens penseront de moi quand je serai mort. Vraiment, mais pas du tout. C'est peut-être un tort, parce que c'est peut-être lié à mon manque de ténacité et tout, mais je pense que non, vraiment, j'ai envie de laisser un bon souvenir à mes proches, mais au public, voilà, c'est pas grande importance. Le public n'a pas grande importance, mais vos amis de toujours. Ah ben, je pense que j'ai envie que voient que j'étais quelqu'un avec qui on passait du bon temps et quelqu'un avec qui on s'amusait bien, je pense. Merci Thomas VDB. Merci, je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Tout de suite, le coup de cœur musical. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Malia Jackson. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité, notre invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J, parce que Thomas est un spécialiste de la musique. Il a été journaliste pendant très longtemps, donc les questions peuvent être partagées. J'ai envie d'embrasser aussi, de dire bonjour à Rodolphe Babignan, qui est votre guitariste avec vous aujourd'hui, qui va vous accompagner. On va se faire le plaisir, avant de discuter, d'écouter votre premier single qui s'appelle Seul Tout, encore tout chaud, puisque sorti le 22 septembre. Exactement. Et puis on revient. Ça vous va ? Avec plaisir. C'est parti. Il est stylé ce son quand même. T'es toute seule, pleine de filtres. Toute seule avec tes likes. T'es toute seule avec ton boule, ta bouche, tes boobs, tes fans, ta fake life. T'es tout seul devant tes applis. T'es tout seul devant ses likes. T'es tout seul avec ton seum, ta haine derrière ton blast à l'arrache. Solo ego, protocolo, t'es caé, ton couteau bolos. Non, pas ta mono, ta vie c'est pas ton Photoshop. Et tu pousses, et tu bosses, et tu postes, et tu forces. Mais t'es seul tout. Ouais, mais t'es seul tout. Oh, ouais, t'es solo. Ouais, t'es seul tout. Mais t'es seul tout. Et t'es solo. Ouais, t'es seul tout. T'as dit fuck à la vie, à l'amour, à ta mère, à tes potes, à ton taf. Lâcher tes réalités pour le vice en pleine face. Trop de toi en chien, trop de chiennes en toi, chiale comme toi. Tu déprimes et tu t'abîmes. Ego trip, algorithme, piqué, coquet, drogué, toqué, shooté, flippé, cliqué, niqué. Solo ego, follow, t'es caé, ton couteau bolos. Non, pas ta mono, ta vie c'est pas ton Photoshop. Et tu pousses, et tu passes, et tu forces, mais t'es seul tout. Oh, mais t'es seul tout. Oh, mais t'es solo. Ouais, t'es seul tout. Mais t'es seul tout. Mais t'es solo. Ouais, t'es seul tout. Ah ouais, t'es saoulé des gens qui te racontent leur vie, mais tu valides les vides, tu souris alors t'es rigide. Ta vie d'amour, un amour à l'acide qui te fascine, t'assaisonne, t'assassine. Ah ouais, elle est belle, ta vie belle gosse, ta meilleure vie, tu la vis dans tes vices et tu t'étonnes, bonne, un peu trop conne. Tu poses poste, t'es seul tout. Oh, mais t'es seul tout. Ouais, t'es seul tout. Seul tout sur l'antenne de Radio J avec Malia Jackson. Rebonjour Malia, c'est un plaisir d'avoir écouté ce titre tout à fait ensoleillé, j'ai envie de dire. On se voit tout à fait danser dans la rue, en tout cas moi c'est l'image que j'en ai. Peut-être sous le pont Alexandre III, parce que vous le connaissez bien. Vous avez regardé? Bah oui. Ouais, je chante dans la rue, effectivement, j'adore ça et je me trouve beaucoup plus proche des gens quand je suis dans la rue que quand je suis dans une salle de concert. J'ai envie qu'on explique ce titre. Ce qu'il veut dire pour vous, et on va passer en transition sur la suite. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous ce titre ? Pour moi, il est très fort. En fait, j'exprime l'amour propre.
et l'estime de soi qu'on recherche à travers les réseaux et finalement la valeur qu'on se donne avec le nombre de cas, de j'aime, de photos retouchées, absolument, les vidéos, mais absolument pas dans un fond moralisateur, c'est surtout fédérateur parce que je trouve ça absurde et j'ai envie d'en rigoler, quoi. On le voit sur vos réseaux parce qu'on voit que vous, il n'y a rien de retouché, tout est naturel et comme je viens de le dire et de l'évoquer avec vous, j'ai regardé puisque c'est comme ça que je vous ai découvert sur les réseaux sociaux où je vous voyais chanter dans la rue, chanter en toute simplicité et c'est un peu paradoxal parce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous dénoncez, ce côté un peu affichage tout à fait stéréotypé avec ses photos retouchées, etc. Exactement. Et vous connaissez le succès sur les réseaux avec ce titre-là. Exactement. D'ailleurs, ce titre a démarré sur un commentaire qui était négatif et j'y ai répondu en faisant le début de cette chanson qui était a cappella et ça a fait un buzz incroyable. Donc c'est l'ironie du sort, quoi, finalement. Alors c'est un titre qui annonce un EP, je l'imagine bien, un EP à venir, doucement mais sûrement. Vous avez chanté partout, dans les Folies Bergères, l'Olympia, Bobino, le Palace, la Cigale, notamment avec de nombreuses personnalités parce que plusieurs collaborations, Dadju, Nino, Black M, on en parlait hier parce que le coup de cœur avait fait un duo avec Nassim et avec Black M, donc justement, Fianso, Caris. Dans quel cadre vous avez collaboré avec ces artistes-là ? Alors j'ai été choriste. Et puis j'ai fait partie du hip-hop symphonique notamment et on a travaillé avec pas mal d'artistes comme ceux-là pour faire de la musique live avec toute une formation. Ce qui fait peut-être que vous avez joué avec eux sur toutes les scènes que je viens d'évoquer. Est-ce que j'imagine qu'ils font partie de cette fanbase que vous avez en ce moment et qui suit votre actualité de façon certaine ? C'est des artistes qui vous ont fait confiance. Comment vous êtes arrivé justement à travailler avec eux ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Ils font confiance à toute la formation et il y a un vrai travail de reprise et d'arrangement derrière pour reprendre leur titre et ils nous font totalement confiance de par la qualité de notre travail, comme on chante et surtout si le courant passe bien. J'ai envie de savoir comment vous avez démarré, Malia, justement, pour en arriver là. C'est un peu la toile qui se tisse. Vous êtes une petite fille qui est née en Alsace, d'une mère picarde, d'un père congolais. Comment vous êtes arrivée à Paris ? Comment vous avez eu envie de chanter ? Comment ça s'est passé pour vous, la musique ? La musique, ça a démarré en 95. J'avais 2 ans et demi et c'était une fête, voilà. Et il y avait un petit garçon qui a chanté une comptine et j'ai voulu aller faire la même chose auprès du DJ. J'ai pris le micro et j'ai chanté You're Not Alone de Michael Jackson, d'où le nom Malia Jackson par la suite. Et la musique m'a suivi tout au long de ma vie et ça m'a jamais lâché et j'ai quitté l'Alsace à mes 19 ans. Et on a très envie qu'elle nous suive aujourd'hui en direct, la musique, avec un titre guitare-voix là-haut. Un titre à vous ? J'ai prévu de vous faire une chanson qui s'appelle alors j'ai pas la prononciation mais Orchat High Calyptus. Calyptus, ok, de Naomi Shemer. Bah, écoutez, on va faire ça en direct, c'est quand vous voulez. Si votre guitariste Rodolphe veut bien prendre place, eh bien on va se la faire avec joie sur Radio J. C'est génial d'entendre sa voix dans le... שאימא בעינה יפה וצעירה מוסעה בעל גבעה בנערה בעיר חלפו האביבים חצי מעברה ותזלים הלכו סבה בינתיים אבל על חוף ירדן כמו מהומה לא
Malia Jackson en direct sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup, c'était tellement un beau cadeau que vous teniez à nous faire, Malia. Merci mille fois de nous avoir offert cette chanson que j'aime beaucoup d'Ishtar qui chantait dans le groupe Alabina. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Je recommande chaudement les auditeurs de vous rejoindre sur les réseaux sociaux. Malia, M-A-L-I-Y-A, plus loin Jackson. Vous êtes, j'imagine, donc sur Instagram, ça je le sais, sur TikTok, YouTube, TikTok, Facebook. toutes les applications. J'imagine que cette chanson que vous nous avez fait entendre tout à l'heure, la vôtre, on peut la retrouver sur Spotify, Deezer, sur les plateformes d'écoute. Sur toutes les plateformes. Voilà, on est en train de l'écouter sur l'antenne de Radio J, seul tout. Merci beaucoup d'être venu nous voir. J'attends de vous revoir très vite pour l'EP en entier. Le rendez-vous est pris, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup Malia Jackson sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est plutôt le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, cher Thomas, on a pour habitude de débriefer ces minutes qu'on a passées ensemble. Okay. Vous n'avez rien à faire, juste à écouter. Bonjour Judith Cohen-Solal. Aujourd'hui, je suis perturbée par la chanson. Perturbée par la chanson, par l'invité, on sait pas. C'est vrai, c'est un sacré invité quand même, hein. N'est-ce pas ? Eh bah oui. D'abord, c'est un humoriste qui est pas en train de faire rire tout le temps, qui fait pas des calembours, qui essaye pas de détourner l'attention de sujets importants. Donc ça déjà, je trouve que c'est particulier parce que c'est souvent le cas. D'ailleurs, je dis souvent que nous, pour faire le portrait, là où on a le plus de mal, c'est avec des humoristes parce qu'ils détestent qu'on parle d'eux. Alors vous, c'est pas le cas. Donc déjà un humoriste très particulier. Et je dirais que c'est ce qui m'a marqué pendant toute cette émission, c'est la dualité qui vous habite en fait. Et je trouve que c'est assez incroyable parce que vous êtes à chaque fois entre deux mondes tout le temps et à la fois assez déterminés. Vous avez dit que vous manquez de ténacité. Moi je trouve que pour un personnage public vous en avez pas mal. Vous avez des convictions, vous les défendez. Rien que cette histoire de Festival d'Avignon. Alors ce que j'en conclus, c'est que vous êtes très exigeant avec vous-même parce que vous trouvez que ça n'est pas suffisant en fait, et ça c'est intéressant. Vous avez dit que vous avez donc les 3 mots qui vous définissaient, c'était généreux, médiateur et rigolo. Moi je rajouterais authentique parce que vraiment c'est ce qui est aussi ressorti de cette émission, c'est aussi ce qu'on ressent quand on est en face de vous. Et puis vous êtes à l'écoute, donc vous écoutez, vous n'êtes pas toujours en train de vouloir chercher ce que vous allez faire de ce que dit l'autre pour en faire un bon mot et donc attirer l'attention vers vous. Donc ça c'est quand même à nouveau quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. J'avais une petite question. Il vous a dit que votre père était artisan, que c'était quoi en fait son métier ? Oh là là, mon père il fabriquait du terreau. Alors c'est vraiment un truc, vraiment il n'y a plus grand chose à dire une fois qu'on a dit ça. Non, en fait il fabriquait du terreau et des engrais qu'il vendait lui-même à des horticulteurs, à des fleuristes. Donc c'était vraiment quelque chose de très, qui n'a pas eu énormément d'influence sur le reste de ma vie à moi, quoi. En tout cas, je me suis. Alors moi je trouve que ça en a eu énormément. Ah bon, c'est vrai. L'environnement déjà. D'abord parce que vous parlez d'environnement, de la terre, de quelque chose d'authentique. Il le faisait lui-même, donc c'est très écologique. Mais au-delà de ça, vous avez utilisé plusieurs fois le mot artisan. Et vous avez dit que vous aimiez bien les spectacles artisanaux et Absolument. Que vous aimiez bien. Alors le mot artisanal est tellement revenu
je me suis dit, ah si, quand même, il y a beaucoup de choses là qui doivent. C'est pour ça que je vous ai posé la question de quel artisan était votre père. Non, parce que j'ai peur du gigantisme, j'ai peur des trop grosses choses. Parce que les trop grosses choses, on les contrôle plus après, je trouve. Et puis quand elles marchent plus, on sait plus comment les arrêter. Voilà, en même temps, bon, l'écologie, c'est quand même un grand combat large. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites que vous dans les définitions, là, ce moment d'introspection qui a été proposé par Cyrielle, vous dites à la fois que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas, vous faites pas les choses pour la postérité. Ah oui, c'est non. marrant de dire ça parce que quand même le combat pour l'écologie c'est bien pour la postérité parce que bon ah non, peut-être que nous c'est pour l'avenir, c'est pour ceux qui seront là après. C'est pour ceux qui seront là après, mais c'est pas pour qu'ils se disent ah merci Thomas VDB. Ça je m'en fous que ce soit grâce à moi. Vous l'avez entendu comme ça, mais au fond c'était peut-être cette idée que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut qu'on garde de vous, mais peut-être sans le nom d'ailleurs. C'est l'action. Donc c'est ce qui vous caractérise parce que vous faites des actions pas nécessairement pour qu'on garde votre nom, mais pour que ça ait un impact pour aujourd'hui et pour demain et pour l'avenir. Ça, c'est donc vrai. Là, c'est vrai que vous pensez à la postérité. D'ailleurs, vous avez dit que la chose que vous préférez, qui est la plus forte, c'est regarder grandir vos enfants. Donc, je pense qu'il y a quelque chose donc qui vous relie entre votre père, vos enfants. Il y a quelque chose qui fait transmission. Vous voulez transmettre en fait. Mine de rien, il a transmis quelque chose dans cette enfance que vous avez eue dans ce village de Heu qui est très beau. Je connais en fait à côté du Tréport. Magnifique le Tréport. Okay, ah oui, il y a le un Las petit Vegas côté... de la moule frite. C'est comme ça que c'est décrit dans les guides. Le seul truc qui a écrit qu'on peut retenir du Tréport, c'est qu'ils appellent ça le Las Vegas de la moule frite. Parce qu'effectivement, quand on arrive sur le port du Tréport, il y a énormément de lumière scintillante de toutes les couleurs. On se dit, c'est génial. Puis en fait, ils vendent essentiellement des moules au curry, des trucs comme ça. Voilà, c'est pour ça que vous avez plus envie de prendre l'avion pour aller aux États-Unis. On a absolument, ça. Je suis on pas. a ça à portée de. J'ai pas besoin d'aller loin pour être dépaysé, moi. Mais voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est ce qu'on entend, c'est que finalement, le dépaysement, ça se fait dans la rencontre avec les autres. Ça, je suis d'accord. Vous parlez des amis, d'amis proches. Vous avez dit quelque chose qui est particulier. Vous avez dit qu'on peut pas se faire d'amis dans cette profession. Bon, parce que finalement, ça revient au mot authenticité. L'authenticité, ça se construit dans une rencontre, non pas quand il y a des échanges de célébrités, de name-dropping, des choses comme ça. Ça se fait dans des combats communs. On le retrouve dans ce film dont vous avez parlé. Poisson Rouge, où justement c'est l'amitié authentique qui va permettre d'accompagner quelqu'un. Et vous aimez bien les animaux, hein, les chiens, les poissons, voilà. Donc voilà, et comme on est sur Radio J, j'essaie toujours d'avoir un petit personnage qui est relié à la Bible ou je sais pas à l'étude. Vous m'avez fait penser à Rabbi Akiba, parce que Rabbi Akiba, il était justement, il était bûcheron, enfin il s'occupait de métier de la terre avant de devenir un grand talmudiste et commentateur à l'âge de 40 ans. Donc il pensait à la postérité, au grand combat, et il était près de la terre. Donc, voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire en off. C'est la fin de cette émission. Thomas VDB, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce film Poisson Rouge en salle depuis hier et votre 5e spectacle Thomas VDB s'acclimate en tournée. Vous serez le 19 octobre à Courbevoie à l'espace Carpo. Merci beaucoup pour cet échange avec nous sur Radio J. Merci à l'artiste Malia Jackson d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui sur Radio J. Merci à Benjamin Arnaud à la réalisation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous lundi dès 15h avec Popek pour son spectacle C'est fini de rire, on ferme au théâtre de Passy. À lundi, belle journée à tous sur Radio J.